et bienvenue sur la chaîne du psy. Je vais vous parler aujourd'hui d'une nouvelle série de vidéos qui se succéderont au fil des semaines, peut-être des mois, concernant le travail avec les couples. Surtout comment soigner son couple, comment maintenir un couple en bonne santé. Je n'ai pas de recette magique à vous proposer, mais peut-être quand même quelques pistes de réflexion très concrètes qui, je l'espère, pourront vous aider. Alors, pourquoi cette série de vidéos sur le couple? Plusieurs raisons, évidemment. D'abord parce que dans mon travail, je suis confronté de plus en plus à des couples qui m'interpellent et qui sont en souffrance, en questionnement, en difficulté. Alors c'est un fait de société, on va en parler juste après. Il y a différentes hypothèses explicatives qui peuvent nous amener à réfléchir de plus en plus sur les raisons qui conduisent ces couples à être en difficulté. Il faut quand même savoir qu'en 2019, on est à peu près à 4 séparations sur 10 couples, mariés ou pas. Donc ce sont des chiffres quand même fort interpellants. Alors est-ce que c'est une fatalité? On va le voir ensemble. Quelques hypothèses concernant la recrudescence ou l'augmentation en tout cas de séparations dans les couples. Tout d'abord, première hypothèse. Il s'agit d'abord de prendre en considération évidemment l'autonomisation de la femme, l'émancipation féminine, comme on aime le dire aujourd'hui. C'est-à-dire que la femme est de plus en plus autonome, et c'est sans doute une bonne chose. Autonome financièrement, autonome au niveau d'un réseau de relations, autonome au niveau de sa mobilité, tout simplement, de sa capacité à être amenée à rencontrer de plus en plus de personnes et à se débrouiller de plus en plus seule dans la vie. Ça veut dire que cette autonomisation fait en sorte que beaucoup de couples qui, historiquement, on pense à nos grands-parents parfois, ou peut-être même les générations qui ont encore précédé. Je ne suis pas convaincu que les couples allaient mieux à ce moment-là, mais on peut sans doute considérer que la séparation était beaucoup plus compliquée. Hormis des normes sociales, religieuses, mais il y avait aussi l'incapacité pour la femme, lorsqu'elle se sentait malheureuse dans son couple, de quitter celui-ci, simplement parce qu'il y avait des enjeux économiques qui rendaient cela tout à fait impossible. Alors, deuxième raison sans doute, hypothèse à nouveau, mais qui me paraît pertinente, c'est un seuil de frustration qui baisse de plus en plus. Ça veut dire que nous sommes de plus en plus amenés à rejeter très, très rapidement les choses qui nous irritent, qui nous embêtent. Alors vous me direz, l'être humain est câblé pour le plaisir, c'est assez logique, et c'est souhaitable par ailleurs, mais cette frustration qui est de plus en plus basse fait en sorte que dès qu'un couple ne fonctionne plus, ce couple peut devenir jetable. On va en parler après, dans une société de consommation qui fait qu'on ne répare plus rien. Cette frustration peut être en partie expliquée, historiquement peut-être par des événements comme mai 68 où il était interdit d'interdire, interdit de frustrer, interdit de sanctionner. Quand on pense aux travaux de Françoise Dolto par exemple, qui était tout à fait réfractaire au fait de donner une fessée à un enfant. Il ne faut pas frustrer un enfant, il faut lui expliquer, il faut lui parler, il faut le raisonner. Alors loin de moi l'idée de dire qu'il ne faut pas communiquer, bien évidemment, mais on sait aussi parfois que une petite fessée pédagogique peut parfois corriger des comportements déviants, et aussi que cet évitement systématique des sanctions fait en sorte que les générations actuelles ont connu de moins en moins la frustration. Vous savez comme moi qu'on répare de moins en moins, même si les choses ont plutôt tendance à s'inverser. C'est sans doute une bonne chose évidemment que de tenter de réparer plutôt que de tout le temps systématiquement remplacer. Je me souviens de cette anecdote à laquelle sans doute beaucoup ont été confrontés, d'un moment où je voulais juste changer la batterie d'un téléphone et le revendeur me dit « Mais monsieur, ça ne sert strictement à rien, achetez-en un nouveau, ce sera plus simple ». Donc ça demande vraiment beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement aujourd'hui pour pouvoir réparer un bien matériel. Alors, quel lien avec le couple? C'est que cette logique, ce mode de fonctionnement, on se l'approprie aussi dans les relations humaines, des amitiés qui sont jetables, des relations amoureuses qui deviennent elles aussi jetables. Pensons par exemple à ces téléphones, cette profusion de téléphones qui s'offrent à nous, les deux systèmes d'exploitation Android et Apple, pour ne citer que les principaux. Eh bien, vous imaginez, quand il s'agit d'acheter un téléphone, c'est parfois tellement compliqué.
Il s'agit de choisir le modèle, la taille d'écran, la capacité de mémoire, la couleur. Et éventuellement, après coup, le revendeur vous demande si vous voulez acheter une coque en plus. Ce qui va vous mettre dans un état de confusion et peut parfois provoquer chez certains geeks, que je ne juge pas, des insomnies. Alors, pensons dans un autre contexte, celui qui nous intéresse aujourd'hui, aux sites de rencontres, que je ne critique pas du tout. Il faut savoir qu'aux États-Unis, une personne sur deux se rencontre grâce aux sites de rencontres. Et donc, loin de moi l'idée de dire que ce sont des moyens qui ne sont pas adéquats. Simplement, cette profusion de relations possibles rend le choix extrêmement complexe, évidemment, et nous met dans un état de confusion avec cette recherche toujours de, de la perfection qui fait en sorte qu'on peut parfois finir sa vie tout seul. Alors comme la société est une société de peur, on vit beaucoup dans la peur. Peur du lendemain, peur de la maladie, peur d'une insécurité affective, évidemment. C'est notre propos en partie aujourd'hui. Peur d'une insécurité financière, mais aussi peur de l'engagement. De plus en plus de personnes ont peur de s'engager, peur de se tromper, peur de commettre une erreur, veulent contrôler et veulent faire le choix quand ils sont certains de ce choix-là. Et on sait qu'on a rarement de certitude et que cette tendance obsessionnelle à vouloir avec certitude faire le bon choix fait en sorte qu'on continue à ne pas choisir. Une autre explication est cette recherche effrénée du bonheur. Tout le temps plus, tout le temps plus haut, tout le temps plus vite, tout le temps plus intensément. Et donc cette recherche frénétique, désespérée du bonheur, nous amène à être dans une logique de consommation répétitive où on consomme, on jette, on consomme, on jette. Et il arrive aussi que cette recherche, cette profusion de choix, comme je le disais plus tôt, nous amène à comparer et à absolument, dès qu'on s'écarte un peu de ce que l'on désire, à mettre un terme à un couple. Donc cette tendance, évidemment, est tout à fait dommageable. Et on sait que des couples qui durent aujourd'hui sont devenus extrêmement rares, marginaux. Simplement, et on verra ça dans les vidéos qui suivront, peut-être parce qu'on utilise un mauvais mode d'emploi. Alors, un dernier point que je vais aborder, la liste n'est évidemment pas exhaustive, et n'hésitez pas à indiquer certains commentaires ou certaines suggestions, ça peut m'intéresser bien évidemment dans mon travail aussi. Mais une dernière explication, c'est ce recentrement sur soi. Alors, vous savez comme moi qu'on parle de plus en plus de pleine conscience, de méditation, de moments où on se connecte avec la nature, toute chose que j'apprécie par ailleurs. J'aime beaucoup la nature, je m'y balade très régulièrement. Là n'est pas le propos, mais ce recentrement sur soi fait en sorte que le focus est mis sur l'individu et plus sur la relation. Et donc, le fait de devoir absolument se sentir bien, de ne pas être trop dans la contrariété, dans la frustration à nouveau, on en avait parlé précédemment, bien fait en sorte que cette recherche absolument illusoire d'un bonheur absolu fait en sorte qu'on passe de bonheur éphémère en bonheur éphémère et que les amours que l'on peut connaître sont toujours des amours intérimaires. Alors, même si cette vidéo introductive sur cette série sur les couples ne vise pas à amener d'emblée un petit mode d'emploi, et c'est peut-être un peu présomptueux de parler mode d'emploi, mais je m'y risque quand même, et vous verrez qu'il y a peut-être des écueils, des pièges, mais aussi des recettes, entre guillemets, bien évidemment. Alors, je vais quand même vous proposer deux petites réflexions aujourd'hui. La première réflexion, c'est l'idée d'un mode d'emploi. Alors, vous savez qu'on peut acheter un produit, et puis après coup, lire le mode d'emploi, et découvrir dans ce mode d'emploi qu'on est tout à fait éloigné de ce que l'on visait. Le temps de charge est plus long, l'autonomie est inférieure à celle que l'on espérait, la réparation coûte assez cher, le service après-vente n'est pas très réactif, il y a certaines fonctionnalités que l'on espérait qu'on ne rencontre pas, etc., etc., etc. Alors, quel lien avec le couple? Bien, il arrive aussi qu'on se précipite dans un couple pour des tas de raisons légitimes, parce qu'on a peur de la solitude, parce qu'on compare autour de soi et qu'on voit beaucoup de personnes en couple, parce qu'on n'a pas une grande confiance en soi et qu'on se dit qu'on doit peut-être mettre un prix plus bas et un peu se brader pour ne pas être seul, etc. Et donc le fait d'aller très vite avant de lire le mode d'emploi fait en sorte qu'on est parfois dans des castings désastreux, ou en tout cas qui nécessitent un travail et une construction extrêmement laborieuse et parfois impossible.
Alors, est-ce que tous les castings sont possibles? Personnellement, je ne crois pas. Je crois qu'il y a des valeurs parfois totalement divergentes, des conceptions du couple, de la vie qui sont parfois incompatibles et qui font en sorte que des couples vont s'abîmer, se déchirer, se réparer, se déchirer, se réparer. Un peu comme un vase qui tombe, et à force de chutes répétées est devenu impossible à recoller. Une dernière idée pour conclure cette vidéo est l'idée des 3 étages du couple. Alors c'est une métaphore évidemment que j'ai utilisée un jour dans ma pratique lors d'une séance avec un couple, évidemment, puisqu'on parle des couples aujourd'hui. Donc ces 3 étages peuvent être intéressants parce qu'ils peuvent nous amener à réfléchir. Alors, premier étage, la sphère cognitive, nos valeurs, nos croyances, notre manière de concevoir le couple, plutôt fusionnel, plutôt autonome, plutôt un peu entre les deux, notre manière de concevoir l'éducation, notre manière de concevoir les loisirs, les vacances, est-ce qu'on souhaite des animaux de compagnie ou pas, est-ce qu'on veut des enfants ou pas, etc., etc. Toute cette conception de la vie et du couple en général, ou de la vie en général et du couple en particulier, ces conceptions doivent être vérifiées, on doit discuter, on doit échanger, pour ne pas se retrouver après coup dans des situations évidemment complètement inextricables, inconciliables. Ensuite, la sphère émotionnelle, ce que l'on ressent, comment on appréhende les choses, la manière dont on peut s'émouvoir, ce qui peut nous émouvoir, ce qui peut nous mettre en colère, des choses qu'on ne peut pas du tout accepter, concevoir, la violence, la prétention, le racisme, pour ne citer que des choses très communes, néanmoins importantes évidemment, et plein d'autres divergences qui vont faire en sorte que cette connexion émotionnelle, si elle n'est pas constatée dans le couple, va rendre ce couple complètement caduc. Et en tout cas, si ce couple devait perdurer, ce sera un couple très conflictuel et très fortement en souffrance. Enfin, la 3e sphère, qui n'est sans doute pas la plus communément abordée parce qu'elle suscite quand même pas mal de pudeur, est la sphère intime, sexuelle. Alors, c'est important évidemment d'être connecté, c'est sans doute la première chose qui suscite l'attrait vers la personne dont on aura envie de se rapprocher, de laquelle on aura envie de se rapprocher. Et cette sphère intime, elle est souvent évidemment à la base de pas mal de difficultés. Donc cette différence de libido, cette manière différente, plus ou moins pudique, plus ou moins libertine, ou libre en tout cas, pour ne pas aller aussi loin, de concevoir l'intimité, je pense qu'effectivement ce sont des choses qui doivent être abordées. Et il y a énormément de couples qui n'ont jamais échangé sur leurs envies, leurs fantasmes, leur manière de concevoir l'intimité. Alors, discuter de ses envies, de ses fantasmes ne veut pas dire qu'on doit forcément rencontrer ceux de l'autre, mais pouvoir en tout cas discuter, être à l'écoute, pouvoir aussi accepter qu'il y a des moments de moindre disponibilité, de moindre réceptivité. Une femme qui vient d'avoir un enfant, il y a ce qu'on appelle parfois en tout cas une période réfractaire. Un homme qui peut être stressé au travail et peut-être anxieux suite à un licenciement possible, peut aussi être peut-être moins dans cette recherche de proximité physique, ou ça peut parfois être au contraire tout à fait l'inverse. Bref, cet étage est aussi à prendre en compte. Pour conclure sur cette utilisation des 3 étages, ce que je vous conseillerais de faire, ce serait en tout cas de pouvoir prendre le temps de discuter, de lire le mode d'emploi, de prendre simplement un peu de temps, parce que c'est en prenant du temps que parfois on peut aller plus vite vers un bon choix. Voilà, je vous remercie pour votre attention et au plaisir de peut-être vous revoir, de vous entendre ou de vous lire prochainement. À bientôt.